Bonjour chers élèves, c'est M. Badji, professeur d'histoire et de géographie au lycée Guignabou. J'interviens aussi au cours privé ou alors au collège privé Marie Curie. Alors, le thème de ce jour, c'est la Chine de 1945 aux années 90. Qui dit Chine de 1945 dit la Chine de l'après-guerre. Or, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une nouvelle situation internationale qui s'est présentée au plan politique, au plan économique et même stratégique. Et tout cela va avoir des répercussions dans le déroulement de l'histoire de la Chine. Et c'est la raison pour laquelle la Chine, après la Deuxième Guerre mondiale, et la défaite du Japon qui l'avait occupé en partie, alors la Chine va être divisée en deux grands groupes. D'un côté, nous avons ce qu'on appelle les communistes qui sont dirigés par Mao Zedong, et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle les nationalistes dirigés par Chiang Kai-shek. Mais durant cette bataille qui va les opposer, alors il va y avoir donc une guerre sans merci, à l'issue de laquelle ce sont les communistes qui vont remporter la guerre. Et quand les communistes ont remporté la guerre, ils vont commencer à partir de 1949 donc, à mettre en place la République populaire de Chine. Et République populaire de Chine qui va donc être l'avènement du communisme en Chine. Les communistes vont donc commencer à dérouler leur programme. Et dans le déroulement de leur programme, nous retiendrons deux ères essentielles, deux périodes essentielles. C'est l'ère maoïste et c'est l'ère des réformateurs. Alors, la première ère, c'est l'ère maoïste. Elle commence en 1949 et s'achève approximativement en 1976 avec un léger prolongement jusqu'en 1978. Alors, lorsque les communistes sont arrivés au pouvoir, il fallait donc rassurer la population, il fallait ramener l'ordre. Et pour cela, Mao va prendre des décisions. Et c'est ça qu'on appelle donc le début de la République populaire de Chine et qui commence de 1949 à 1953. Alors, les communistes vont mettre en place tout de suite des réformes. D'abord, une réforme qui porte sur l'agriculture. Une réforme qui porte sur la société avec donc tout simplement l'agriculture et la société du point de vue économique. Les entreprises qui appartiennent aux étrangers, les entreprises qui appartiennent à des Chinois vont être nationalisées. Ensuite, on va mettre en place au plan social quelques réformes, parmi lesquelles la loi sur le mariage, parmi lesquelles on va mettre beaucoup d'argent dans l'éducation, on va mettre beaucoup d'argent dans la santé. Et en plus de ça, le régime maoïste va être dur vis-à-vis des contre-révolutionnaires et Mao va lutter contre la corruption et le gaspillage. Il lutte aussi contre la bureaucratie, c'est-à-dire le fait que des gens n'aiment pas des travaux salissants. Il va donc obliger la population chinoise à travailler. Alors, au-delà de ça, à partir de 1953, Mao va commencer à mettre en place le véritable programme de développement pour la Chine. Et c'est ce qu'on a appelé le premier plan quinquennal. Alors, le premier plan quinquennal est un plan qui est inspiré du modèle de développement soviétique. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait monter de grandes entreprises. Et il fallait de gros investissements. Et il fallait de gros moyens pour pouvoir faire tout cela. Alors, le premier plan quinquennal, en réalité, a démarré a eu des succès, ou alors a eu quelques réalisations, a permis de faire en Chine quelques réalisations, quelques réussites. Et parmi lesquelles, cela a permis de démarrer l'industrie. Cela va permettre aussi de démarrer le développement de lancer donc le développement industriel de la Chine. Mais le grand problème, c'est que le premier plan quinquennal a eu beaucoup d'inconvénients pour la Chine. Parmi ces inconvénients, premier inconvénient, c'est que le premier plan quinquennal va imposer aux Chinois
un modèle de développement étranger qui n'est pas donc propre aux Chinois, qui ne correspond pas aux besoins réels des Chinois. Deuxièmement, le premier plan quinquennal a mis de gros investissements qu'on prenait trop de temps à pouvoir amortir. Le premier plan quinquennal a introduit en Chine donc la dépendance vis-à-vis de l'IRSS. Parce que le matériel qu'on utilisait, la technique qu'on utilisait, les techniciens qui travaillaient et les moyens ou alors les investissements qui permettent de réaliser les travaux durant ce premier plan quinquennal, tout cela venait de l'IRSS. Donc la conséquence, voilà, la Chine dépend de l'IRSS. Et la population ne sent pas le développement. Parce que pour les populations, le vrai développement commençait par l'agriculture. Or, le premier plan quinquennal a insisté sur l'industrie et a oublié l'agriculture. L'industrie recevait pratiquement 58% des investissements, alors que l'agriculture recevait à peine 6% des investissements. C'est en cela que ce premier plan quinquennal est un échec. Mais ce premier plan quinquennal va être abandonné parce que les Soviétiques et les Chinois commençaient à avoir des problèmes à partir de 1953, notamment avec la coexistence pacifique. Et c'est en ce moment que la Chine va mettre au point un nouveau programme de développement qu'on appelle le Grand Bond en avant. Alors, dans le Grand Bond en avant, pardon, la Chine va compter sur elle-même. La Chine ne va plus compter sur l'étranger. C'est ça la particularité du Grand Bond en avant. Or, la Chine n'a pas d'argent. La Chine n'a pas de grandes industries. La Chine n'a pas de grands techniciens. Alors, il fallait compter sur la population chinoise. Et c'est la raison pour laquelle Mao va regrouper les coopératives qu'il a déjà commencé à créer avec le premier plan quinquennal. Alors, Mao va les regrouper en 26 communes rurales. Or, une commune rurale, c'est quoi? C'est tout simplement une division administrative, une division économique, c'est-à-dire qui prend en charge l'industrie et l'agriculture, mais aussi c'est une division scolaire qui prend en charge l'éducation, mais aussi c'est une division sanitaire, c'est-à-dire la commune prend en charge la santé des villages regroupés. Mais le Grand Bond en avant va être lui aussi un échec. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1959, il va se déclencher une très grande famine en Chine, famine qui va anéantir tous les espoirs de développement en Chine. Alors, quand la famine s'est déclenchée, la famine va créer en Chine de 15 à 36 millions de morts. À cause de la famine, il y a eu 15 à 36 millions de morts en Chine. Alors, le Grand Bond en avant va être vite arrêté et il sera remplacé par ce qu'on appelle le réajustement, qui commence à partir de 61-65. Alors, le réajustement, c'est quoi? C'est un nouveau programme et qui rend la priorité à l'agriculture. Alors, le réajustement, il est dirigé par surtout Deng Xiaoping et son équipe. Alors, ils se sont rendus compte que si les Chinois avaient faim, c'est parce qu'ils n'étaient pas propriétaires de leur propre terre. La terre appartenait à la commune, mais n'appartient pas à une personne individuellement. Il fallait restituer la terre aux populations. Et en restituant la terre aux populations, Deng Xiaoping et son équipe se sont rendus compte que les Chinois se sont mis au travail. Et au bout de 2 ans, la famine commençait à disparaître en Chine. Et comme la faim commence à disparaître en Chine, ça veut dire que Deng Xiaoping et son équipe ont réussi là où Mao n'a pas réussi. Et cela a créé une certaine jalousie des partisans de Mao qui vont obliger les réformistes, l'équipe de Deng Xiaoping, à donc arrêter le réajustement. Parce que le réajustement, sa réussite signifiait la défaite politique de Mao. Et l'arrêt du réajustement va diviser le Parti communiste en 2 grandes tendances. Il y a ceux qu'on appelle les conservateurs ou révolutionnaires et ceux qu'on appelle les réformateurs. Alors, et à partir de l'arrêt du réajustement, on entre dans ce qu'on appelle la révolution culturelle. Et dans la révolution culturelle,
En réalité, la révolution culturelle n'a rien de culturel. Parce que si vous voyez l'écriture révolution culturelle, ça vous renvoie peut-être à quelque chose de culturel. Mais en réalité, ça n'a rien de culturel. En réalité, c'est un combat politique. On l'aurait pu appeler le combat politique. Alors, la révolution culturelle opposait les révolutionnaires aux nationalistes, ou alors les révolutionnaires aux réformateurs. Alors, pour les révolutionnaires, pour eux, la réussite de l'agriculture, ou alors la réussite économique, c'est tout simplement un plus dans le communisme. Mais ce n'est pas la priorité. Or, pour les réformateurs, pour que le communisme réussisse en Chine, il fallait que l'économie suive. Et c'est la raison pour laquelle les réformateurs ont mis l'accent sur la réussite économique du communisme. Et dans le combat qui va les opposer, chaque tendance va chercher des amis. Les révolutionnaires qui sont dirigés par Mao, ils vont chercher pour appui, donc leur appui, ce seront les jeunes, ce seront les paysans qu'on va organiser. Mais pour les réformateurs, ils vont être soutenus par les intellectuels des villes, ils vont être soutenus par les ouvriers qui interviennent en ville. Mais malheureusement, les réformateurs, les révolutionnaires étant plus forts, ils vont donc vaincre les réformateurs, les révolutionnaires plus forts que les réformateurs vont les vaincre. Et Mao va continuer donc à diriger le pays. Mais le pays que Mao va diriger va être un pays pratiquement à deux tendances. Les gens n'ont pas encore abandonné ou alors n'ont pas encore renoncé aux réformes. Alors c'est dans cette situation que Mao va continuer à diriger la Chine, mais il va diriger une Chine divisée, déchirée, et une Chine qui est en retard dans pratiquement tous les domaines où l'agriculture ne réussit pas. Alors si nous faisons un bilan de cette période, donc de cette période maoïste, c'est que du point de vue politique, Mao a réussi à maîtriser la population chinoise. Mais du point de vue économique, pratiquement tous les projets que Mao a initiés se sont donc soldés par des échecs. Mais l'échec de Mao n'est pas mauvais en soi, parce que ça va servir de leçon à ceux qui viendront après Mao, c'est-à-dire aux réformateurs. Et c'est dans cette situation que Mao donc va mourir à partir de 1976, et à sa mort, il va être remplacé, mais pour 2 ans, par Hua Guangfen. Après donc les 2 ans, Hua Guangfen est déposé, c'est-à-dire on l'a poussé à la démission, et il est remplacé par Deng Xiaoping. Et avec Deng Xiaoping, en 1978, commence donc ce qu'on appelle l'ère des réformateurs. Et l'ère des réformateurs est marquée surtout par une certaine ouverture politique. Alors, Deng Xiaoping s'est rendu compte que si la Chine ne décolle pas, c'est que la Chine, du point de vue économique, ça ne marche pas du tout. Et Deng Xiaoping va mettre en place un système de développement qu'il va appeler les 4 modernisations. Alors, les 4 modernisations, c'est quoi? Ces réformes qu'on appelle les 4 modernisations, c'est quoi? Il fallait moderniser l'agriculture, il fallait moderniser l'industrie, il fallait moderniser la science et les techniques, il fallait moderniser la défense, c'est-à-dire l'armée. Alors, dans ces réformes, on ne pouvait pas tout faire au même moment. Alors, Deng Xiaoping va choisir de les faire en 2 parties. Alors, la première période, pendant laquelle il va donc appliquer ces réformes, elle va de 1978 aux années 1980, donc de 1978 aux années 1985. Alors Deng Xiaoping va dire, maintenant, je vais me donner un objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est tout simplement, il faut d'abord que je développe la campagne. Et comment faire pour développer la campagne? Il va donc redistribuer les terres aux paysans. Il découpe les terres en petits morceaux, en lopins, qu'il va donc remettre aux paysans. Et il demande à chaque paysan donc de donner une certaine somme forfaitaire, donc sous forme de location. Et les paysans se sont mis au travail. Et pour les inciter encore à travailler davantage, Deng Xiaoping va augmenter de 50% les prix des produits agricoles. Et Deng Xiaoping va demander aux paysans de développer une autre activité à côté de l'agriculture. Ça leur permet d'avoir des activités toute l'année.
Après avoir cultivé, il pouvait faire un petit commerce, il pouvait faire un petit élevage, il pouvait faire donc une petite station, donc il pouvait créer un petit projet de pisciculture. Et cela a permis aux populations rurales d'avoir de l'argent. Et les populations rurales qui commencent à avoir de l'argent deviennent des consommateurs. Ils payent, ils achètent les produits qui sont fabriqués en ville. Au-delà de ça, il va donc s'attaquer, durant la deuxième phase, il va s'attaquer à ce qu'on appelle la phase urbaine. La deuxième phase, c'est une phase urbaine et elle porte sur, d'abord, la privatisation de certains secteurs que l'État donc dirigeait. Certains secteurs où l'État était majoritaire, l'État les privatise. Deuxième élément, l'État va mettre en place ce qu'on appelle la décentralisation. Et ces deux, décentralisation plus de privatisation, cela va permettre à l'État chinois de dépenser moins parce que l'État ne paye pas certains fonctionnaires. Ou alors l'État, dans certains domaines, l'État n'intervient plus. L'État a donné cela aux provinces. L'État en a donné la responsabilité aux provinces. Et en plus de ça, l'État va aménager des zones le long de la côte est, pour permettre de recevoir ce qu'on appelle des industries qui viennent de l'étranger. Et c'est ça qu'on appelle les S. Et pour couronner tout cela, Deng Xiaoping va reprendre les relations diplomatiques que la Chine avait avec d'autres pays et qui, durant le règne de Mao, étaient donc interrompues. Alors Deng Xiaoping va reprendre les relations avec les États-Unis. Il va reprendre les relations avec le Japon, avec l'URSS, avec la France. Et donc, Deng Xiaoping va intégrer le FMI et la Banque mondiale pour permettre aux Chinois d'avoir des financements. Au-delà de ça, au niveau politique, là, il n'y a pas eu de changement. Deng Xiaoping s'est rendu compte que pour maîtriser la population chinoise, il faut utiliser le même système, la même méthode que Mao. Et c'est la raison pour laquelle, malgré les réformes économiques, Deng Xiaoping au plan politique va donc garder un régime très dur, un régime qui lutte contre les nouvelles idées politiques, qui lutte contre les nouvelles religions et qui lutte contre toute forme de corruption intellectuelle des Chinois. Voilà donc en ce qui concerne la partie qu'on appelle donc les réformateurs. Et c'est à partir de ces réformes économiques que la Chine va être lancée dans le développement économique et social. Alors, si on devait faire une conclusion, donc la conclusion c'est que nous devons donc considérer que l'histoire de la Chine entre 1945 et les années 90 est marquée par deux grandes périodes. La période maoïste, quel résumé ou alors quelle conclusion tirée de la période maoïste? C'est que la période maoïste a été marquée par la planification de l'économie. On a mis en place des plans. Premier plan quinquennat, grand bond en avant, réajustement, révolution extérieure. Donc c'était des plans. Mais tous ces plans, le résultat c'était un échec au plan économique. Deuxième période, c'est la période des réformateurs. Et la période des réformateurs, qu'est-ce qui marque cette période des réformateurs? C'est une période qui est marquée par une ouverture économique, une ouverture diplomatique, mais une fermeture au plan politique. Les gens sont restés fermes politiquement, donc on a gardé un régime politique très dur. Voilà donc ce que l'on peut dire pour cette leçon. Je vous remercie.